Ce que vous allez découvrir pourrait bouleverser votre compréhension de l'industrie pharmaceutique, de la guerre moderne et de la nature même de la dépendance. Avant la méthamphétamine, il y avait un arbre. Pas le pavot à opium cette fois-ci, mais quelque chose d'aussi ancien et de bien plus modeste, la plante mahang ou ephedra. Un arbuste touffu qui pousse depuis des millions d'années sur les plateaux balayés par le vent de Chine et de Mongolie. Ses branches tordues et ses minuscules feuilles, en forme d'écailles, semblent insignifiantes, le genre de végétation que l'on passerait sans y prêter attention. Mais depuis plus de 5000 ans, les praticiens de la médecine traditionnelle chinoise connaissaient son secret. Ils l'appelaient mahang et préparaient des tisanes amères à partir de ces tiges séchées pour traiter l'asthme, dégager les poumons encombrés et revigorer le corps fatigué. Le composé actif responsable de ces effets était l'éphédrine, même si les anciens ne pouvaient pas le savoir. Une molécule simple, un alcaloïde qui stimule le système nerveux central, rétrécit les vaisseaux sanguins et ouvre les voies respiratoires. C'était la propre drogue stimulante de la nature, un cadeau d'une plante du désert. Pendant des millénaires, cela a suffi. Ce savoir est resté largement confiné à l'Orient, un remède populaire transmis de guérisseur en guérisseur, jusqu'à ce que le grand choc culturel de la fin du XIXe siècle confronte la science occidentale à la sagesse orientale. En 1885, un chimiste japonais nommé Nagai Nagayoshi étudiait à Berlin sous la direction du célèbre August Wilhelm von Hofmann. Nagai était fasciné par les médecines traditionnelles de son pays natal et voyait dans la chimie analytique occidentale les outils nécessaires pour les comprendre au niveau moléculaire. Il retourna au Japon avec une mission, isoler et identifier les principes actifs du mahang. Dans son laboratoire, il a minutieusement extrait, cristallisé et purifié jusqu'à obtenir de l'éphédrine pure. Il avait donné à l'ancien remède une identité chimique moderne. Mais Nagai ne s'est pas arrêté là. Il était chimiste, et les chimistes sont des inventeurs par nature. Ils décomposent les molécules et les recomposent dans de nouvelles configurations afin d'améliorer la nature. En 1893, Nagai a procédé à une modification chimique apparemment simple. Il a pris son éphédrine purifiée et l'a soumise à un processus appelé réduction. À l'aide de phosphore rouge et de iode, il a retiré un atome d'oxygène et ajouté un groupe méthyle. Le résultat était un nouveau composé qui n'existait nulle part dans la nature. Il l'a appelé méthamphétamine. À l'époque, ce n'était guère plus qu'une curiosité, une note de bas de page dans une revue chimique japonaise. Nagai a publié ses conclusions et a constaté que cette nouvelle substance semblait avoir des propriétés stimulantes encore plus prononcées que celles de l'éphédrine elle-même. Mais il n'avait aucune application pharmaceutique en tête, aucune vision de ce qu'il avait créé. Il faudra une autre guerre, une autre nation et un autre chimiste pour reconnaître le terrible potentiel contenu dans cette simple molécule. Le deuxième chapitre de l'histoire de la méthamphétamine se déroule en Allemagne dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles avait détruit l'économie allemande et la nation se trouvait dans un état d'humiliation et de désespoir profond. Mais la chimie allemande, l'excellence pharmaceutique allemande, restait de classe mondiale. Des entreprises telles que Bayer, Merck et une société en plein essor, appelée Temmler, étaient des leaders mondiaux dans la synthèse de nouveaux médicaments. En 1919, un chimiste japonais nommé Akira Ogata, s'appuyant sur les travaux de Nagai, a mis au point une méthode plus efficace pour synthétiser la méthamphétamine. Il a utilisé l'éphédrine comme matière première et a appliqué un procédé appelé
amination réductrice, qui produisait le médicament sous forme cristalline. Cette méthode était moins coûteuse, plus rapide et plus fiable. La formule était désormais disponible et n'attendait plus qu'à être exploitée. C'est la société pharmaceutique allemande Temmler qui a fait passer la méthamphétamine du laboratoire au rayon des pharmacies. En 1934, elle a commencé à la commercialiser sous le nom commercial de Pervitin. Le moment n'aurait pas pu être plus parfait ni plus funeste. L'Allemagne était en pleine transformation nationale. Adolf Hitler venait d'arriver au pouvoir et sa vision du Troisième Reich exigeait une population énergique, infatigable et totalement dévouée à l'État. Le Pervitin semblait être le compagnon chimique idéal pour ce nouvel ordre. Le médicament était vendu sans ordonnance. Aucune prescription n'était nécessaire. Il se présentait sous forme de petits comprimés, inoffensifs et blancs, estampillés du logo Temmler. Le marketing était brillant et omniprésent. Le Pervitin était présenté comme un remède contre la dépression, un traitement contre la narcolepsie, une aide minceur pour les personnes en surpoids et un stimulant pour les étudiants et les travailleurs. Les publicités montraient des femmes au foyer souriantes, capables de nettoyer leur maison avec une énergie débordante, des ouvriers d'usine qui ne se fatiguaient jamais et des étudiants capables d'étudier toute la nuit. Cela fonctionnait. Le médicament tenait toutes ses promesses. Une seule dose inondait le cerveau de dopamine et procurait une sensation d'euphorie, de confiance en soi et d'endurance illimitée. La fatigue disparaissait, la faim disparaissait. L'utilisateur se sentait invincible, concentré et extrêmement vigilant. C'était le rêve de tout industriel, une pilule capable de transformer un ouvrier en machine. En quelques années, le Pervitin était devenu très populaire dans toute l'Allemagne. Des millions de comprimés étaient vendus chaque mois. Il était aussi courant dans les foyers allemands que l'aspirine, mais la véritable transformation, celle qui allait ancrer la méthamphétamine dans l'histoire, est survenue lorsque l'armée s'y est intéressée. En 1938, alors que Hitler se préparait à la guerre, le haut commandement allemand était confronté à un problème logistique. La guerre moderne, comprenait-il, serait une guerre de vitesse et d'endurance. La stratégie de la Blitzkrieg, la guerre éclair, exigeait des soldats capables de marcher pendant des jours sans se reposer, des équipages de chars capables de rouler toute la nuit et des pilotes capables d'enchaîner les missions sans succomber à la fatigue. Le Pervitin était la solution. La Wehrmacht, les forces armées allemandes, a commencé à distribuer des comprimés de méthamphétamine à ses soldats. Ils étaient emballés dans des rations de campagne standards, avec du chocolat et des cigarettes. Les soldats les appelaient « chocolat blindé » ou « comprimés Stuka », d'après les bombardiers en piqué qui terrorisaient l'Europe. La désignation officielle était beaucoup plus clinique. La Pervitin était classée comme un stimulant améliorant les performances, à prendre en cas de besoin pendant les opérations de combat. Les effets sur le champ de bataille ont été immédiats et terrifiants. Lors de l'invasion de la Pologne en 1939 et de la conquête de la France qui a suivi en 1940, les soldats allemands ont avancé à une vitesse et avec une violence qui ont stupéfié le monde entier. Ils ne dormaient pas, ils ne s'arrêtaient pas. Des divisions entières marchaient pendant 36, 48, voire 72 heures sans pause. Les commandants de chars conduisaient leurs machines en colonnes implacables, jour et nuit, parcourant des distances que les planificateurs militaires jugeaient impossibles. Les forces françaises et britanniques, qui comptaient sur des cycles de repos traditionnels, ont tout simplement été débordés. Ils ne pouvaient pas comprendre comment les Allemands pouvaient se déplacer aussi rapidement.
Le secret était bien sûr chimique. La Wehrmacht consommait de la méthamphétamine à des niveaux effrayants, entre avril et juillet 1940, pendant l'invasion de la France et des Pays-Bas. Plus de 35 millions de comprimés de pervitin ont été distribués à l'armée allemande. Cela suffisait pour que chaque soldat puisse prendre plusieurs doses par jour pendant plusieurs mois. C'était la première armée pharmacologiquement renforcée de l'histoire, une force de combat fonctionnant à l'adrénaline synthétique pure. Mais ce médicament avait un prix. Même à l'époque, dans l'euphorie de la victoire, les effets secondaires étaient déjà évidents. Les soldats qui prenaient de la pervitane pendant de longues périodes commençaient à présenter des symptômes inquiétants. Ils devenaient paranoïaques, irritables et agressifs. Certains avaient des hallucinations. D'autres souffraient de tachycardie et de tremblements incontrôlables. Et lorsque les effets du médicament s'estompaient, la chute était brutale. Les soldats tombaient dans un sommeil si profond qu'ils s'apparentaient à un coma. Certains ne se réveillaient jamais. Les médecins militaires ont commencé à prendre note. Des rapports ont été transmis à Berlin concernant des unités qui n'avaient pas été mises hors de combat par les actions ennemies, mais par l'effondrement de leurs propres hommes, complètement épuisés par des jours d'efforts stimulés par des amphétamines. On a signalé des soldats tirant sur des ombres, des officiers prenant des décisions irrationnelles, des compagnies entières perdant leur cohésion sous l'emprise d'une psychose collective. En 1941, l'armée allemande a commencé à restreindre l'utilisation de la pervitane et a publié des directives limitant sa distribution à certaines situations de combat. Mais le mal était fait. Les soldats qui avaient goûté à la puissance de ce médicament n'étaient pas prêts à y renoncer volontairement. Un marché noir s'est développé au sein des rangs. Les hommes se stockaient leurs comprimés, les échangeaient et les prenaient en secret. La méthamphétamine était devenue une dépendance et la Wehrmacht, la machine militaire la plus redoutée au monde, était secrètement accro. Et ils n'étaient pas les seuls. Partout dans le monde, alors que la guerre s'étendait et engloutissait des continents entiers, d'autres nations découvraient le même raccourci chimique. Les Alliés, qui avaient d'abord rejeté les rapports sur l'utilisation de stimulants par les Allemands comme de la propagande, ont rapidement compris l'avantage stratégique que cela représentait. Ils ont commencé à développer et à distribuer leur propre version du médicament. Si les Allemands avaient la pervitin, les Alliés avaient la benzédrine. Il ne s'agissait pas de méthamphétamine, mais de son proche parent chimique, l'amphétamine. La différence entre les deux est subtile. Un seul groupe méthyle, mais la méthamphétamine traverse plus facilement la barrière hémato-encéphalique et produit un effet plus intense et plus durable. L'amphétamine était toutefois considérée comme un peu plus sûre, un peu moins susceptible de créer une dépendance, même si cela était en grande partie une illusion. La benzédrine a été synthétisée en 1887 par le chimiste roumain Lazar Edeleanu, mais comme la méthamphétamine, elle est restée dans l'ombre pendant des décennies. Ce n'est qu'en 1933 que la société pharmaceutique américaine Smith, Kline & French a commencé à la commercialiser sous forme d'inhalateur en vente libre pour traiter la congestion nasale. L'inhalateur benzédrine a connu un énorme succès commercial. Il s'agissait d'un dispositif simple, un petit tube contenant une bande de papier imbibée de base d'amphétamine. Il suffisait de le casser, de le porter au nez et d'inspirer profondément. Il dégageait immédiatement les sinus, mais délivrait également une dose puissante de stimulant directement dans la circulation sanguine. Il n'a pas fallu longtemps pour que les gens découvrent que l'inhalateur pouvait être utilisé
à des fins bien autres que le traitement d'un nez bouché. Les étudiants ont découvert qu'en ouvrant l'inhalateur et en consommant la bande de papier, soit en la mâchant, soit en la dissolvant dans du café, ils pouvaient rester éveillés pendant des jours et réviser leurs examens avec une concentration laser. Les ouvriers d'usine l'utilisaient pour tenir le coup pendant les longues journées de travail. Et à la fin des années 1930, il avait trouvé son chemin entre les mains des athlètes, des musiciens et de tous ceux qui cherchaient à obtenir un avantage. Lorsque les États-Unis entrèrent dans la Seconde Guerre mondiale, en 1941, l'armée était consciente des propriétés de la benzédrine. L'armée de l'air, en particulier, voyait son potentiel. Les pilotes de bombardiers qui effectuèrent des missions au-dessus de l'Allemagne devaient faire face à des vols épuisants de 10, 12, voire 15 heures, dans des cockpits exigus et glaciales à haute altitude. La pression était immense et la fatigue était un ennemi constant. Les comprimés de benzédrine, petites pilules blanches estampillées d'un B caractéristique, sont devenus la norme pour les équipages. Ils les appelaient « Go Pills ». La Royal Air Force britannique avait utilisé des amphétamines encore plus tôt, pendant la bataille d'Angleterre en 1940, alors que les pilotes de la RAF, en infériorité numérique, effectuaient mission après mission contre la Luftwaffe. Ils étaient maintenus en état de vol grâce à la benzédrine. Ce médicament leur permettait d'effectuer plusieurs missions par jour, de réprimer la fatigue et d'aiguiser leur temps de réaction. Il a sans doute joué un rôle dans la survie de la Grande-Bretagne pendant ces mois désespérés. L'armée japonaise a également adopté la méthamphétamine avec enthousiasme. En fait, elle était peut-être la plus fervente utilisatrice de toutes. L'industrie pharmaceutique japonaise produisait de la méthamphétamine depuis les années 1930, sous des noms de marques tels que Philopon et Cédrine. Elle était largement disponible pour les civils et était commercialisée comme traitement pour tout, de l'asthme au manque d'énergie. Lorsque le Japon est entré en guerre, l'armée a confisqué d'énormes quantités de ce médicament. Les soldats, marins et pilotes japonais recevaient régulièrement des comprimés de méthamphétamine. Ce médicament était considéré comme essentiel pour maintenir l'esprit combatif, le dévouement fanatique et la bravoure suicidaire qui caractérisaient les tactiques japonaises. Les pilotes kamikazes, de jeunes hommes qui se préparaient à précipiter leurs avions sur les navires de guerre américains, recevaient apparemment de fortes doses de méthamphétamine avant leur dernière mission. Cela atténuait leur peur, aiguisait leur concentration et rendait l'impensable non seulement possible, mais glorieux. Le volume de production était stupéfiant. À la fin de la guerre, les entreprises pharmaceutiques japonaises avaient produit des milliards de comprimés de méthamphétamine. Le médicament était si omniprésent qu'il était souvent inclus dans les colis envoyés par les familles aux soldats au front, avec des gâteaux de riz et des lettres. C'était un phénomène culturel, une substance intégrée dans le tissu même de l'effort de guerre. Mais l'utilisation la plus troublante de la méthamphétamine pendant la guerre a peut-être eu lieu au plus haut niveau du régime nazi. Adolf Hitler, lui-même, l'architecte du Troisième Reich, était presque certainement dépendant à la méthamphétamine au milieu des années 1940. Son médecin personnel, le docteur Theodor Morell, tenait des registres détaillés des injections qu'il administrait au Führer. À partir de 1942, Morell a commencé à administrer quotidiennement à Hitler des injections d'une substance qu'il appelait Vitamultine, qui était en réalité un cocktail de vitamines, d'hormones et de méthamphétamine. Les effets sur la santé et la prise de décision d'Hitler ont été profonds. Ceux qui le connaissaient bien ont rapporté qu'il était devenu de plus en plus imprévisible,
paranoïaque et déconnecté de la réalité. Il passait des jours sans dormir, arpentait les pièces de son bunker, donnait des ordres contradictoires et fulminait contre des ennemis réels ou imaginaires. Ces célèbres tremblements, visibles dans les enregistrements de la fin de la guerre, pourraient avoir été un symptôme de sa consommation chronique de méthamphétamine. La drogue qui avait autrefois poussé la Wehrmacht à la victoire empoisonnait désormais l'esprit de l'homme qui la commandait. À la fin de la guerre, en 1945, la méthamphétamine et l'amphétamine avaient été consommées par les soldats et les civils des deux côtés du conflit. Des centaines de millions de doses avaient été produites et distribuées. Toute une génération avait été initiée aux stimulants synthétiques et beaucoup d'entre eux allaient emporter cette connaissance et cette dépendance dans le monde d'après-guerre. Lorsque les armes se sont enfin tues en août 1945, le Japon était en ruine. Le bombardement intensif de Tokyo avait tué plus de 100 000 personnes en une seule nuit. Hiroshima et Nagasaki avaient été vaporisés par des armes nucléaires. La base industrielle était détruite, l'économie en ruine, et des millions de soldats rentraient dans un pays qui n'existait plus tel qu'ils l'avaient connu. Ils étaient vaincus, humiliés et traumatisés. Et ils étaient sur le point d'hériter d'un problème qui allait définir les 2 décennies suivantes. L'armée japonaise avait stocké d'énormes quantités de méthamphétamine en prévision d'une dernière défense désespérée des îles natales, une défense qui n'est jamais venue. À la fin de la guerre, ces stocks, des tonnes et des tonnes de méthamphétamine pharmaceutique, sont restés dans des entrepôts et des dépôts militaires à travers tout le pays. Les autorités d'occupation alliées, concentrées sur le désarmement et la reconstruction, n'ont guère prêté attention à ces arsenaux chimiques. Après tout, ce n'étaient que des pilules. Le marché noir a rapidement réagi. D'anciens soldats, dont beaucoup étaient dépendants des stimulants qu'ils avaient reçus pendant la guerre, ont cambriolé les entrepôts et pillé les stocks. Les gangs, yakuza, les organisations criminelles japonaises ont vu là une opportunité et ont pris le contrôle de la distribution. La méthamphétamine a envahi les rues de Tokyo, d'Osaka et de toutes les villes et villages de l'archipel. La drogue était vendue ouvertement, avec peu d'intervention de la part d'une police débordée et en sous-effectif. Elle était bon marché, abondante et redoutablement efficace pour atténuer la douleur d'une nation en deuil. Les gens en prenaient marre pour pouvoir travailler plus longtemps dans le cadre des efforts de reconstruction brutaux. Les étudiants s'en prenaient pour étudier. Les femmes au foyer en prenaient pour supporter le fardeau écrasant de la survie dans un pays sans nourriture, sans carburant et sans espoir. En 1948, on estimait que près de 5% de la population japonaise totale, soit environ 2 millions de personnes, consommaient régulièrement de la méthamphétamine. Les conséquences sociales ont été désastreuses. Les taux de criminalité ont grimpé en flèche, les toxicomanes, en proie à la paranoïa et à l'agressivité induite par la drogue, commettant des actes de violence. Les familles se sont désagrégées. Les hôpitaux psychiatriques se sont remplis de patients souffrant de psychoses stimulantes, un état caractérisé par des hallucinations, des délires et un comportement violent, impossible à distinguer de la schizophrénie. Le tissu social japonais lui-même semblait se désagréger. Dès qu'il a pris conscience de l'ampleur du désastre, le gouvernement a réagi par des mesures draconiennes. En 1951, la loi sur le contrôle des stimulants a été adoptée, criminalisant la production, la vente et la possession de méthamphétamine. Les peines étaient sévères, les verdicts durs. La police a lancé une vaste opération de rafle
et arrêté des dizaines de milliers de consommateurs et de trafiquants. Comme toujours, les yakuzas s'adaptèrent, transférèrent leurs opérations dans la clandestinité et se diversifièrent dans d'autres activités criminelles. Il fallut près d'une décennie, mais à la fin des années 1950, le Japon avait largement endigué son épidémie de méthamphétamine. La drogue n'a jamais complètement disparu. Elle est restée une caractéristique du milieu criminel, mais elle n'était plus la crise existentielle qu'elle avait été dans les années qui ont suivi immédiatement la guerre. L'expérience du Japon m'en a toutefois été un sombre aperçu de ce qui allait arriver au reste du monde. Alors que le Japon était aux prises avec sa crise de méthamphétamine, les États-Unis ont connu une rencontre plus calme, mais non moins importante, avec les amphétamines. La guerre avait familiarisé des millions de soldats américains avec la benzédrine, et beaucoup d'entre eux étaient rentrés chez eux avec un goût pour cette drogue. Mais la véritable explosion de la consommation d'amphétamines en Amérique n'est pas venue des soldats de retour au pays, mais du milieu médical et de l'industrie pharmaceutique. Dans les années 1950, les amphétamines étaient encore considérées comme des médicaments miracles. Elles étaient généreusement prescrites pour un éventail étonnant de troubles. Si vous étiez fatigué, votre médecin pouvait vous prescrire des amphétamines. Si vous étiez triste, des amphétamines. Si vous étiez en surpoids, des amphétamines. Si vous aviez des difficultés de concentration, des amphétamines. Les enfants chez qui on diagnostiquait ce qu'on appelait alors l'hyperactivité recevaient des amphétamines pour les calmer. Un effet paradoxal qui a ensuite été mieux compris comme un traitement du TDCOH. Le médicament était commercialisé sous des dizaines de noms de marques. Dexédrine, Adderall, biphétamine, Desoxine. Oui, le Desoxine, qui est de la méthamphétamine pharmaceutique pure, a été et est toujours approuvé par la FDA pour le traitement du TDAH et de l'obésité, bien qu'il soit rarement prescrit aujourd'hui. Les entreprises pharmaceutiques, qui y voyaient un énorme potentiel de profit, ont mené une campagne publicitaire agressive auprès des médecins. Les revues médicales regorgeaient d'annonces brillantes, montrant des patients heureux et énergiques dont la vie avait été transformée par une simple pilule. L'impact culturel a été profond. Les amphétamines se sont profondément ancrées dans le mode de vie américain. Les camionneurs qui transportaient des marchandises sur les immenses distances du réseau autoroutier inter-États en prenaient pour rester éveillés pendant leur long trajet. Ils les appelaient White Crosses ou Bennies, et elles étaient aussi courantes dans la cabine d'un camionneur qu'un thermos de café. Les étudiants, en particulier ceux des universités prestigieuses, les utilisaient pour bachoter leurs examens et enchaîner les nuits blanches dopées à la dexédrine. Les femmes au foyer, prisonnières de la conformité étouffante de la vie en banlieue, en prenaient pour perdre du poids et trouver l'énergie nécessaire pour entretenir leurs maisons impeccables et leurs familles parfaites. La plupart des médecins ne voyaient aucune raison de s'inquiéter. Les amphétamines étaient considérées comme sûres, non addictives lorsqu'elles étaient utilisées conformément à la prescription, et extrêmement bénéfiques. Mais sous cette apparence respectable, un schéma plus sombre se dessinait. Les personnes qui prenaient des amphétamines pendant de longues périodes ont commencé à avoir besoin de doses de plus en plus élevées pour obtenir le même effet. Elles ont développé une tolérance et, lorsqu'elles ont essayé d'arrêter, elles ont ressenti une fatigue écrasante, une dépression et un besoin presque insupportable de reprendre le médicament. Elles étaient dépendantes, même si personne n'était prêt à le reconnaître. Au début des années 1960, les États-Unis consommaient plus d'amphétamines par habitant que tout autre pays au monde. Les entreprises pharmaceutiques
fabriquait des milliards de pilules par an, bien plus que ce que l'on pouvait raisonnablement expliquer par un usage médical légitime. L'excédent était détourné et se retrouvait sur le marché noir, entre les mains d'adolescents, dans le sang d'une génération. Puis vint la contre-culture. Les années 1960 ont été une décennie de rébellion, d'expérimentation et d'exploration chimique. Les jeunes, rejetant les valeurs de leurs parents, se sont tournés vers la drogue comme moyen de libération. La marijuana, le LSD et la mescaline sont tous devenus des symboles de la nouvelle conscience. Mais outre ces psychédéliques, les amphétamines ont également trouvé leur place dans la contre-culture. Le dark speed est devenu un nom de rue, en référence à l'effet rapide et à la stimulation intense de la drogue. Il était populaire dans les communautés hippies émergentes du quartier Haight-Ashbury de San Francisco. Les artistes, les musiciens et les poètes l'utilisaient pour alimenter des sessions créatives marathoniennes. Mais le speed avait un côté plus sombre que les autres drogues de l'époque. Il n'élargissait pas la conscience, il la rétrécissait. Il rendait les utilisateurs concentrés, obsédés et paranoïaques. Il ne favorisait pas l'illumination, mais la manie. Les Hells Angels, le gang de motards hors la loi, devenu synonyme de la face violente de la contre-culture des années 1960, étaient profondément impliqués dans le trafic d'amphétamines. Ils fabriquaient et distribuaient de la méthamphétamine qu'ils produisaient dans des laboratoires rudimentaires à partir de recettes qui circulaient depuis la guerre. Il ne s'agissait pas de désoxine pharmaceutique, mais de méthamphétamine artisanale, cuisinée dans des cuisines et des garages insalubres, coupée avec des adultérants toxiques et vendue en petits sachets à quiconque avait de l'argent liquide. L'expression « speed kills », le speed tue, est apparue à la fin des années 1960, inventée par des militants anti-drogue qui voyaient les ravages causés par cette drogue. Elle a été affichée sur des affiches et répétée dans des messages d'intérêt public. Mais pour de nombreux consommateurs, l'avertissement est arrivé trop tard. La dépendance à la méthamphétamine, ont-ils découvert, était un enfer particulier. L'effet était intense, mais de courte durée. La descente qui suivait était dévastatrice, et la seule façon de l'éviter était d'en prendre davantage. Les consommateurs chroniques, appelés speed freaks, restaient éveillés pendant des jours, voire des semaines, tremblants, frissonnants, se grattant la peau, convaincus que des insectes rampaient dessous. Ils perdaient énormément de poids. Leurs dents pourrissaient et tombaient, un état qui fut plus tard connu sous le nom de meth mouth, bouche de méthamphétamine. Leur comportement devenait imprévisible et violent. La psychose liée à la méthamphétamine était fréquente, un état dans lequel l'utilisateur perdait complètement le contact avec la réalité et souffrait de délires paranoïaques et d'hallucinations. Alarmé par la vague croissante d'abus de drogue, le gouvernement fédéral a commencé à s'avir. La loi Comprehensive Drug Abuse, Prevention and Control Act de 1970 a classé les amphétamines et la méthamphétamine comme substances contrôlées de la liste 2, reconnaissant leur fort potentiel d'abus, mais autorisant une utilisation médicale limitée. Les prescriptions sont devenues plus difficiles à obtenir. Sous pression, l'industrie pharmaceutique a réduit sa production. À la fin des années 1970, les amphétamines en vente libre appartenaient au passé. Mais cette répression a eu une conséquence inattendue. Elle n'a pas éliminé la demande. Elle a simplement déplacé la production. La méthamphétamine pharmaceutique étant plus difficile à obtenir, le marché noir s'est développé pour combler le vide.
et ceux qui l'ont comblé n'étaient pas des chimistes en blouse blanche, mais des criminels dans des laboratoires de fortune. La méthamphétamine qu'ils produisaient était plus sale, plus dangereuse et plus addictive que tout ce qui avait existé auparavant. Dans les années 1980, la méthamphétamine avait subi une transformation en Amérique. Ce n'étaient plus les White Crosses distribués par les médecins, ou la desoxine pharmaceutique vendue en pharmacie. C'était une drogue illégale, produite dans des laboratoires clandestins, vendue par des organisations criminelles et consommée par une population de plus en plus désespérée et marginalisée. La première vague de production illégale de méthamphétamine aux États-Unis était à petite échelle et dispersée. Des gangs de motards, en particulier les Hells Angels, exploitaient des laboratoires primitifs dans des zones rurales, utilisant une méthode de synthèse connue sous le nom de P2P ou phényl-2-propanone. Cette méthode nécessitait des précurseurs chimiques relativement faciles à se procurer et un processus de cuisson simple mais dangereux. Le produit obtenu était souvent contaminé et peu puissant, mais il était bon marché et abondant. Puis, dans les années 1980, deux événements ont tout changé. Le premier a été la découverte d'une nouvelle méthode de synthèse plus efficace, appelée méthode de réduction de l'éphédrine, également connue sous le nom de méthode nazie, car elle était basée sur un procédé mis au point en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette méthode utilisait l'éphédrine ou la pseudoéphédrine, les principes actifs des médicaments contre le rhume en vente libre, comme matière première. Elle était plus simple, plus rapide et produisait un produit plus pur que la méthode P2P. Et surtout, les précurseurs étaient en légaux et largement disponibles. La deuxième évolution a été l'essor des cartels de la drogue mexicains. Ces organisations, qui étaient devenues riches et puissantes grâce au trafic de marijuana et de cocaïne, ont vu dans la méthamphétamine une nouvelle gamme de produits lucratifs. Elles disposaient de l'infrastructure, des réseaux de distribution et de l'expertise chimique nécessaire pour produire cette drogue à l'échelle industrielle. Et elles avaient quelque chose que les gangs de motards américains n'avaient pas, l'accès à des quantités massives de précurseurs chimiques. Les cartels ont construit des super-laboratoires, des installations secrètes capables de produire des centaines de kilos de méthamphétamine par lot. Il ne s'agissait pas des cuisines et des garages sales de l'époque des motards. Il s'agissait d'opérations sophistiquées, souvent dissimulées dans des entrepôts isolés ou des propriétés rurales au Mexique, équipées de verreries industrielles, de systèmes de ventilation et de chimistes qualifiés. La méthamphétamine qu'ils produisaient était d'une pureté étonnamment élevée, souvent supérieure à 90%. La logistique du commerce était tout aussi impressionnante. Les cartels faisaient passer le produit fini à la frontière, dans des voitures équipées de compartiments cachés, dans des camions chargés de marchandises légitimes, et même dans des tunnels creusés sous la barrière frontalière. Une fois aux États-Unis, il était distribué par un vaste réseau de revendeurs et de sous-revendeurs et atteignait les villes et les communautés de tout le pays. Le prix était bas, la pureté élevée et la disponibilité sans précédent. Jusque dans les années 1990, la consommation de méthamphétamine a explosé, en particulier dans les zones rurales et les petites villes américaines. Ces communautés avaient été épargnées par l'épidémie de crack des années 1980, qui s'était largement concentrée dans les centres urbains. La méthamphétamine, en revanche, prospérait dans le cœur du pays. Elle était populaire auprès des populations blanches de la classe ouvrière, ouvriers du bâtiment, agriculteurs, ouvriers d'usine, personnes qui ne l'utilisaient pas pour se détendre, mais pour travailler plus longtemps, afin de faire face aux exigences épuisantes
des emplois peu rémunérés. Mais cette drogue avait aussi un autre attrait. C'était une drogue sociale, une drogue festive. Contrairement à l'héroïne, qui sédatait et isolait les consommateurs, la méthamphétamine les dynamisait et les reliait les uns aux autres. Elle était consommée lors de raves nocturnes, dans des bars, dans des salons, où des groupes d'amis se défonçaient ensemble, parlaient sans arrêt, démontaient et remontaient des appareils électroménagers, se livraient à des marathons sexuels. Elle créait un faux sentiment d'intimité et de camaraderie, un lien chimique qui semblait réel sur le moment, mais qui s'évaporait à la lumière crue du retour à la réalité. Le coût humain de cette épidémie était bouleversant. La méthamphétamine détruisait des familles. Les parents consumés par la drogue négligeaient et maltraitaient leurs enfants. Le système de protection de l'enfance dans des États comme l'Iowa, l'Oklahoma et l'Oregon était submergé par les cas de parents dépendants à la méthamphétamine et d'enfants vivant dans la saleté et la misère. Des communautés entières ont été déstabilisées. Les taux de criminalité ont explosé. La violence domestique, les vols et les agressions physiques ont tous augmenté de manière significative dans les régions où la consommation de méthamphétamine était élevée. Et puis, il y avait les dommages environnementaux. La production de méthamphétamine est un processus sale et toxique. Pour chaque livre de méthamphétamine produite, 5 à 6 livres de déchets dangereux sont générés. Solvants, acides, métaux lourds et autres toxines. Les cuisiniers se débarrassaient simplement de ces déchets, en les versant dans les égouts, en les enterrant dans les arrière-cours ou en les jetant dans les champs ruraux. Les terrains sur lesquels fonctionnaient les laboratoires de méthamphétamine sont devenus des décharges toxiques, contaminées et inhabitables. Les autorités ont réagi en mettant en place une stratégie qui avait fonctionné dans une certaine mesure par le passé. Couper l'accès aux précurseurs chimiques. Dans les années 1990 et au début des années 2000, des lois ont été adoptées pour restreindre la vente de produits contenant de l'éphédrine et de la pseudoéphédrine. La loi de 2005 sur la lutte contre l'épidémie de méthamphétamine, Combat Méthamphétamine Epidemic Act, exigeait que ces produits soient conservés derrière le comptoir des pharmacies, limitait la quantité qu'une personne pouvait acheter et exigeait que les acheteurs présentent une pièce d'identité et signent un registre. L'effet a été immédiat et spectaculaire. Les petits laboratoires de méthamphétamine nationaux, les opérations Shake and Bake, menées par des utilisateurs individuels dans leur cuisine et leurs chambres de motel, ont été décimées. Sans accès facile aux médicaments contre le rhume, ils ne pouvaient plus fabriquer de méthamphétamine. Les saisies de laboratoires de méthamphétamine aux États-Unis ont chuté. Mais comme toujours, les cartels se sont adaptés. Ils ont simplement délocalisé toute leur production au Mexique, où les précurseurs chimiques pouvaient encore être achetés en grande quantité, importés clandestinement de Chine et d'Inde. Les superlaboratoires, situés au sud de la frontière, ont augmenté leur production à des niveaux sans précédent. La méthamphétamine, qui revenait aux États-Unis, était moins chère, plus pure et plus abondante que jamais. Le problème de la production nationale avait été résolu, mais celui de la consommation n'avait fait qu'empirer. Aujourd'hui, nous vivons la pire crise de méthamphétamine de l'histoire. Les chiffres sont choquants et sans équivoque. En 2020, près de 2,5 millions d'Américains ont déclaré avoir consommé de la méthamphétamine au cours de l'année écoulée. Les décès par overdose liés à la méthamphétamine ont plus que quintuplé depuis 2012. En 2021, plus de 32 000 Américains sont morts d'une overdose
liées à des psychostimulants, principalement la méthamphétamine. Cela représente plus d'un décès toutes les 15 minutes. Mais la crise ne se limite pas aux États-Unis. La méthamphétamine l'est désormais une épidémie mondiale. En Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande, aux Philippines et au Myanmar, cette drogue est connue sous le nom de yaba, qui signifie médecine folle. Elle est produite en quantité massive dans les zones frontalières anarchiques du Triangle d'Or, la même région qui produisait autrefois l'héroïne mondiale. Les installations de production sont gigantesques, des opérations industrielles capables de produire des millions de pilules par mois. En Australie, la méthamphétamine, connue localement sous le nom d'ice, est devenue le problème de drogue le plus grave du pays. Sa consommation par habitant est plus élevée que presque partout ailleurs dans le monde. La drogue est introduite clandestinement par des syndicats internationaux, cachés dans des conteneurs d'expédition, du fret aérien et même sous forme liquide dans des bouteilles étiquetées comme des produits légitimes. Le gouvernement australien a dépensé des milliards pour endiguer ce fléau avec un succès limité. En République tchèque et dans d'autres régions d'Europe de l'Est, une forme artisanale de méthamphétamine appelée Pervitin, du même nom que le médicament de l'époque nazie, est produite dans de petits laboratoires et largement consommée. En Afrique du Sud, une forme fumable appelée tic a dévasté des communautés. La drogue s'est implantée aux quatre coins du monde et s'est adaptée aux cultures, aux économies et aux routes commerciales locales. La méthamphétamine d'aujourd'hui diffère de celle des époques précédentes sur un point essentiel, sa pureté. Les cartels ont tellement perfectionné le processus de synthèse que la pureté moyenne de la méthamphétamine, saisie à la frontière américaine, est désormais supérieure à 95%. Il s'agit d'un produit pharmaceutique fabriqué par des chimistes qualifiés à l'aide d'équipements industriels. L'époque de la méthamphétamine, sale et faiblement dosée, consommée par les motards, est révolue depuis longtemps. Cette pureté ultra élevée a des conséquences dévastatrices. Les consommateurs, habitués à des produits de moindre pureté, peuvent facilement faire une overdose lorsqu'ils sont confrontés à la nouvelle méthamphétamine, ultra pure. Et comme la méthamphétamine est un stimulant et non un dépresseur comme l'héroïne ou le fentanyl, les overdoses se manifestent différemment. Au lieu d'une dépression respiratoire, les overdoses de méthamphétamine entraînent souvent une hyperthermie, un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque ou des convulsions mortelles. Le corps de l'utilisateur est tout simplement poussé au-delà de ses limites. Le cœur bat si vite qu'il finit par s'arrêter. Le cerveau surchauffe jusqu'à subir des dommages irréversibles. Et puis, il y a le problème de la polyconsommation. Ces dernières années, la méthamphétamine est de plus en plus souvent consommée, en association avec des opioïdes, en particulier le fentanyl. Cette combinaison, communément appelée speedball, est particulièrement dangereuse. Les propriétés stimulantes de la méthamphétamine masquent les effets sédatifs de l'opioïde, ce qui conduit les consommateurs à prendre plus de fentanyl qu'ils ne le pensent, entraînant une overdose. À l'inverse, lorsque les effets de la méthamphétamine s'estompent, l'effet dépresseur du fentanyl se fait sentir d'un seul coup et provoque un arrêt respiratoire. La combinaison de ces deux drogues a créé une nouvelle forme encore plus mortelle de crise de surdose. La méthamphétamine provoque également une série unique de problèmes de santé à long terme. Son usage chronique est associé à une grave détérioration dentaire, le fameux meth mouth, causé par une combinaison de sécheresse buccale, de mauvaise hygiène et des effets corrosifs du médicament.
Les consommateurs développent des plaies ouvertes sur la peau, résultat d'un grattage compulsif d'insectes imaginaires, un symptôme de la psychose induite par la méthamphétamine. La drogue est neurotoxique, ce qui signifie qu'elle endommage directement les cellules du cerveau, en particulier dans les zones responsables de la mémoire, de la prise de décision et de la régulation émotionnelle. Les consommateurs, à long terme, souffrent souvent de troubles cognitifs qui persistent même après l'arrêt de la consommation. Les effets psychiatriques sont tout aussi graves. La consommation de méthamphétamine peut déclencher une psychose, un état presque impossible à distinguer de la schizophrénie paranoïde. Les consommateurs ont des hallucinations auditives et visuelles, des délires de persécution et une paranoïa extrême. Ils sont convaincus qu'ils sont observés, que des gens complotent contre eux, que les forces de l'ordre se rapprochent. Cette psychose peut persister pendant des semaines, voire des mois, après que la drogue ait quitté l'organisme. Dans certains cas, elle devient permanente. Et peut-être plus insidieux encore, la méthamphétamine modifie le système de récompense du cerveau de manière profonde et durable. Elle inonde le cerveau de dopamine à des niveaux bien supérieurs à ceux atteints par toute récompense naturelle. Au fil du temps, le cerveau s'adapte en réduisant sa propre production de dopamine et en diminuant le nombre de récepteurs de dopamine. Cela laisse l'utilisateur dans un état d'anédonie profonde, c'est-à-dire l'incapacité de ressentir du plaisir dans les activités normales. La nourriture n'a plus de goût, la musique ne les émeut plus, l'amour ne leur procure plus les mêmes sensations. La seule chose qui peut percer cet engourdissement chimique, c'est davantage de méthamphétamine. C'est une prison neurologique, une cage construite par les propres mécanismes d'adaptation du cerveau. L'histoire de la méthamphétamine l'est souvent racontée à travers des statistiques et des débats politiques. Mais derrière chaque chiffre se cache un être humain, et derrière chaque consommateur se cache une constellation d'autres victimes. Les dommages collatéraux de l'épidémie de méthamphétamine sont énormes et souvent invisibles. Prenez les enfants, par exemple. Des milliers et des milliers d'enfants ont été retirés de foyers où l'on consommait ou fabriquait de la méthamphétamine. Ce sont des enfants qui ont été témoins d'horreurs indicibles, violences, négligence, abus sexuels. Des enfants qui ont été exposés aux vapeurs toxiques des laboratoires de méthamphétamine et qui ont subi des brûlures, des lésions respiratoires et des intoxications. Des enfants qui ont trouvé leurs parents inconscients, qui sont restés sans nourriture pendant des jours, qui ont appris à être silencieux et invisibles pour éviter la colère d'un parent sous l'emprise de la drogue. Le système de prise en charge dans les États les plus touchés par l'épidémie de méthamphétamine a été poussé à ses limites. Dans les comtés ruraux du Midwest et des montagnes de l'Ouest, il n'y a tout simplement pas assez de familles d'accueil pour prendre en charge l'afflux d'enfants. Les enfants dorment dans les bureaux des travailleurs sociaux, dans des hôtels, dans des refuges d'urgence. Beaucoup passeront par des dizaines de placements sans jamais trouver de stabilité, sans jamais guérir du traumatisme qu'ils ont subi. Les dommages psychologiques et développementaux sont souvent irréversibles. Il y a ensuite les premiers intervenants, les policiers, les pompiers et les ambulanciers qui sont en première ligne de la crise de la méthamphétamine. Ce sont eux qui sont appelés dans les maisons où l'on consomme de la méthamphétamine, où ils doivent naviguer entre les déchets toxiques, les pièges tendus par des consommateurs paranoïaques et la menace omniprésente de la violence. Ce sont eux qui trouvent les cadavres, ce sont eux qui sortent les enfants de la boue, et ce sont eux qui doivent d'une manière ou d'une autre surmonter l'horreur dont ils ont été témoins et retourner auprès de leur famille, portant le poids
de tout cela. Les descentes, dans les laboratoires de méthamphétamine, sont particulièrement dangereuses. Les produits chimiques utilisés dans la production de méthamphétamine sont volatiles et explosifs. Les laboratoires sont connus pour exploser et incendier des bâtiments entiers. Les vapeurs sont toxiques et causent des lésions respiratoires, des brûlures chimiques et des problèmes de santé à long terme à toute personne exposée. Les premiers intervenants portent des combinaisons hazmat, mais l'exposition psychologique est plus difficile à protéger. Beaucoup souffrent de stress ou post-traumatique, de dépression et de leurs propres problèmes de toxicomanie. Et puis il y a les communautés elles-mêmes. Les petites villes à travers l'Amérique ont été ravagées par la méthamphétamine. Des rues principales remplies de magasins barricadés, des quartiers entiers déclarés inhabitables en raison de la contamination causée par la production de méthamphétamine. La valeur des biens immobiliers s'effondre. La criminalité augmente. Le tissu social, le sentiment de communauté et la confiance mutuelle se désagrègent. Dans certains endroits, l'épidémie a pris une tournure presque post-apocalyptique. Dans certains comtés du Missouri, de l'Oklahoma et du Tennessee, on estime que 5% ou plus de la population adulte est dépendante à la méthamphétamine. Les gouvernements locaux n'ont pas les ressources nécessaires pour réagir efficacement. Les prisons sont surpeuplées d'usagers et de petits dealers. Les centres de traitement sont rares. Les hôpitaux sont submergés de patients souffrant d'urgences médicales liées à la méthamphétamine. Le coût économique est effrayant. Au-delà des dépenses directes en matière de soins de santé et de justice pénale, il y a la perte de productivité, le coût de la dépollution environnementale, la charge qui pèse sur les services sociaux. La Rand Corporation a estimé que le coût total annuel de la consommation de méthamphétamine aux États-Unis se situait entre 16 et 48 milliards de dollars. Mais ces chiffres, aussi colossaux soient-ils, ne peuvent rendre compte du véritable tribut humain. Depuis plus d'un demi-siècle, l'approche dominante du problème de la méthamphétamine et de la politique en matière de drogues en général a été la prohibition et la criminalisation. C'est une approche qui repose sur la conviction que la consommation de drogue est un échec moral, un choix fait par des personnes faibles ou mauvaises, et que la solution est la punition. Arrêter les consommateurs, emprisonner les dealers, éradiquer l'offre, et le problème disparaîtra. Cela n'a pas fonctionné. Selon tous les critères objectifs, la guerre contre la drogue a été un échec catastrophique. Malgré des dépenses de plus d'1 billion de dollars, malgré l'incarcération de millions de personnes, malgré le déploiement de ressources militaires pour lutter contre les cartels, les drogues sont moins chères, plus pures et plus disponibles que jamais. La consommation de méthamphétamine n'a pas diminué, elle a explosé. Les politiques mises en place pour résoudre le problème l'ont au contraire aggravé. La criminalisation de la consommation de drogue a eu des conséquences désastreuses. Rien qu'aux États-Unis, plus de 1,5 million de personnes sont arrêtées chaque année pour des infractions liées à la drogue. Un nombre disproportionné d'entre elles sont des personnes de couleur, malgré des taux de consommation de drogue similaires entre les groupes raciaux. Une condamnation pour drogue, même pour simple possession, peut détruire la vie d'une personne. Elle rend presque impossible de trouver un emploi, d'accéder à un logement, d'obtenir un prêt étudiant ou une aide publique. C'est une peine de marginalisation à vie. L'incarcération plutôt que le traitement était la réponse standard à la toxicomanie. Les prisons sont pleines de personnes dont le principal problème n'est pas la criminalité, mais la toxicomanie. Derrière les barreaux, elles ne reçoivent que peu
ou pas de traitement. Elles sont souvent libérées sans système de soutien, sans perspective d'emploi et sans domicile, directement dans des environnements où la drogue est facilement accessible. Le taux de récidive est effroyablement élevé. La porte tournante tourne sans fin. Pendant ce temps, l'approche axée sur l'offre, qui consiste à tenter de mettre fin à la production et au trafic de drogue, s'est avérée tout aussi vaine. Pour chaque laboratoire démantelé, 5 autres ouvrent leurs portes. Pour chaque trafiquant arrêté, 10 autres prennent sa place. Les incitations économiques sont tout simplement trop fortes. Tant qu'il y aura de la demande, il y aura de l'offre. Et les lois de l'économie dictent que la prohibition ne fait que rendre le produit plus précieux, plus rentable et plus attrayant pour les organisations criminelles. L'accent mis sur la punition plutôt que sur le traitement a également privé le système de santé de ressources. Les centres de traitement sont rares, en particulier dans les zones rurales. Les listes d'attente sont longues. De nombreux programmes exigent des paiements que les utilisateurs ne peuvent tout simplement pas se permettre. Et les traitements disponibles sont souvent inadéquats, sous-financés et mal dotés en personnel. Il y a aussi le problème de la stigmatisation, l'attitude de la société envers les consommateurs de drogue, façonnée par des décennies de propagande, est celle du jugement et du mépris. Les consommateurs sont considérés comme des junkies, des toxicomanes, des criminels, des ratés moraux. Cette stigmatisation empêche les gens de chercher de l'aide. Elle les isole, les enfonce davantage dans la dépendance et rend le rétablissement exponentiellement plus difficile. Elle influence également la politique et fait en sorte que les approches punitives soient populaires sur le plan politique, tandis que les approches compatissantes et fondées sur des preuves sont rejetées comme étant laxistes envers la criminalité. L'échec de la prohibition a conduit certaines juridictions à explorer d'autres approches. En 2001, le Portugal a dépénalisé la possession de toutes les drogues, y compris la méthamphétamine. Au lieu d'être arrêtés et poursuivis, les consommateurs sont orientés vers des commissions de dissuasion composées de travailleurs sociaux, de psychologues et de conseillers juridiques. Ceux-ci évaluent la situation du consommateur et recommandent un traitement si nécessaire. Les résultats ont été remarquables. La consommation de drogue n'a pas augmenté. Les décès par overdose ont chuté. Les infections par le VIH chez les consommateurs de drogue ont diminué de plus de 90%. La criminalité a diminué. C'est un modèle qui privilégie la santé plutôt que la punition, et il fonctionne. Mais aux États-Unis, de telles approches restent politiquement controversées. Il existe un investissement culturel profond dans la guerre contre la drogue, dans la conviction que la punition est la solution. Et ainsi, le cycle se poursuit. Arrêter, emprisonner, libérer et recommencer. Les prisons se remplissent, le nombre de décès augmente et les cartels s'enrichissent. Le traitement de la dépendance à la méthamphétamine est l'un des défis les plus difficiles de la médecine moderne. Contrairement à la dépendance eubospialia, pour laquelle nous disposons de traitements pharmacologiques efficaces tels que la méthadone et la buprénorphine, il n'existe pas d'équivalent pour la méthamphétamine. Il n'y a pas de pilule que vous pouvez prendre pour soulager le manque, pour stabiliser la chimie du cerveau. Le rétablissement de la dépendance à la méthamphétamine repose presque entièrement sur des interventions comportementales, qui sont difficiles, longues et souvent infructueuses. La référence en matière de traitement est la thérapie cognitivo-comportementale, ou TCC. Cette approche apprend aux utilisateurs à reconnaître les déclencheurs et les schémas de pensée qui conduisent à la consommation de drogue et à développer des stratégies d'adaptation pour éviter les rechutes. Elle nécessite un thérapeute qualifié, un patient motivé
et un investissement en temps considérable. Dans un monde idéal, elle serait associée à un logement stable, à une aide à l'emploi et à un réseau social solide. Mais ces ressources sont rarement disponibles, en particulier pour les populations les plus touchées par la dépendance à la méthamphétamine. Une autre approche fondée sur des preuves est la gestion des contingences, qui utilise le renforcement positif pour encourager l'abstinence. Les patients fournissent régulièrement des échantillons d'urine et, si ceux-ci sont négatifs, ils reçoivent des récompenses, des bons d'achat, de petites sommes d'argent ou des privilèges. Cela semble simple, presque trivial, mais des recherches ont montré que cela fonctionne. Le cerveau endommagé par la méthamphétamine, incapable de ressentir des récompenses naturelles, peut être rééduqué grâce à ces incitations externes. Au fil du temps, à mesure que le cerveau guérit, le patient commence à trouver des récompenses dans d'autres activités. Les programmes de traitement en milieu hospitalier, dans lesquels les utilisateurs vivent pendant une longue période dans un environnement structuré et sans drogue, peuvent également être efficaces. Ces programmes offrent une thérapie intensive, le soutien de pairs et un répit par rapport aux environnements et aux relations qui ont rendu leur dépendance possible. Mais ils sont coûteux, les places sont limitées et de nombreux régimes d'assurance ne les couvrent pas. La réalité est que la plupart des personnes dépendantes à la méthamphétamine ne reçoivent aucun traitement. Elles entrent et sortent du système pénal. Elles font des overdoses. Elles meurent. Et même pour celles qui ont accès à un traitement, le taux de réussite est décourageant. Les rechutes sont fréquentes, souvent au cours de la première année. Les modifications cérébrales causées par la méthamphétamine sont si profondes, l'attrait psychologique si fort, que le rétablissement est un combat qui dure toute la vie. Cependant, les recherches émergentes donnent de l'espoir. Les scientifiques explorent de nouvelles approches pharmacologiques. Une piste prometteuse consiste à utiliser des médicaments qui modulent le système dopaminergique et aident à rétablir l'équilibre sans produire d'effets euphorisants. Une autre approche consiste à développer un vaccin contre la méthamphétamine qui inciterait le système immunitaire à produire des anticorps qui se lient aux molécules de méthamphétamine et les empêchent de traverser la barrière hémato-encéphalique. Ces recherches en sont encore à leur début, mais elles représentent un changement de paradigme potentiel dans le traitement de la dépendance aux stimulants. On reconnaît également de plus en plus l'importance de traiter les facteurs sous-jacents qui alimentent la dépendance: traumatisme, pauvreté, maladie mentale, isolement social. La méthamphétamine est souvent le symptôme de problèmes plus profonds. Les gens en consomment pour s'évader, pour anesthésier leur douleur, pour ressentir quelque chose lorsqu'ils n'ont rien ressenti depuis trop longtemps. Un traitement efficace doit non seulement s'attaquer à la consommation de drogue, mais aussi aux conditions de vie et aux blessures psychologiques qui y ont conduit. Derrière chaque statistique, chaque débat politique, chaque gros titre sur la méthamphétamine, il y a des personnes avec des familles, des rêves, des histoires. Pour vraiment comprendre l'impact de cette drogue, nous devons écouter ces histoires. Il y a l'histoire de Sarah, une ancienne enseignante de lycée, originaire de la campagne de l'Oregon. Dans les années 1990, on lui a prescrit de la méthamphétamine sous forme de désoxine pour perdre du poids. Lorsque son ordonnance a expiré, elle s'est procuré le médicament dans la rue. En l'espace d'1 an, elle a perdu son emploi, sa maison et la garde de ses 2 enfants. Elle a vécu dans sa voiture, puis dans des camps de sans-abri, et a sombré dans un cauchemar qu'elle n'aurait jamais imaginé. Il lui a fallu 15 ans
plusieurs overdoses et 3 séjours en prison avant de finalement se rétablir. Aujourd'hui, elle travaille dans un centre de traitement et aide d'autres personnes qui se trouvent dans la même situation qu'elle autrefois. Il y a aussi l'histoire de Miguel, un chimiste qui travaillait pour le cartel de Sinaloa dans un super laboratoire situé à l'extérieur de Culiacán. C'était un étudiant brillant, formé dans une université de Mexico, mais il ne parvenait pas à trouver de travail dans l'industrie pharmaceutique légitime. Le cartel lui offrait un salaire 10 fois supérieur à ce qu'il pouvait gagner légalement. Pendant 5 ans, il a fabriqué de la méthamphétamine et en a produit des centaines de kilos par mois. Il vivait bien, mais dans une peur constante. Il a vu des collègues être exécutés pour avoir commis des erreurs, pour avoir détourné du produit, pour avoir trop parlé. Il a fini par s'enfuir aux États-Unis, où il s'est rendu aux autorités et a intégré le programme de protection des témoins. Il vit désormais sous une nouvelle identité, hanté par la souffrance qu'il a contribué à créer. Il y a l'histoire d'Emily, une ambulancière dans la campagne de l'Indiana. Elle a sauvé des dizaines de personnes victimes d'overdoses de méthamphétamine, a sorti des consommateurs de maisons en feu, a tenu la main de toxicomanes mourants. Elle a vu des enfants, en bas âge, jouer dans des tas de déchets toxiques, des adolescents au visage émacié, des grands-parents qui élèvent leurs petits-enfants parce que leurs propres enfants sont tombés dans la drogue. Elle a développé un syndrome de stress post-traumatique et boit trop pour y faire face. Mais elle continue d'aller travailler, de répondre aux appels, parce que quelqu'un doit le faire. Ces histoires, et des millions d'autres comme elle, sont le véritable visage de l'épidémie de méthamphétamine. Ce sont des histoires de douleur, de perte, de systèmes qui ont laissé tomber les gens, et de la résilience silencieuse de ceux qui survivent et se battent pour se reconstruire. Si l'histoire de la méthamphétamine nous a appris quelque chose, c'est qu'il n'existe pas de solution simple. Ce n'est pas un problème qui peut être résolu par une seule politique, une seule loi, une seule intervention. Il s'agit d'une crise complexe et multiforme qui nécessite une réponse globale. Tout d'abord, nous devons reconnaître que la guerre contre la drogue a échoué et que continuer sur la même voie ne fera qu'aggraver les souffrances. Nous devons passer d'une approche punitive à une approche de santé publique. La toxicomanie n'est pas un crime. Il s'agit d'une maladie, d'un trouble cérébral qui nécessite un traitement et non une incarcération. Cela implique d'investir massivement dans les infrastructures de traitement. Nous avons besoin de plus de programmes hospitaliers, de plus de cliniques ambulatoires, de plus de thérapeutes et de conseillers qualifiés. Nous devons rendre le traitement accessible et abordable pour tous ceux qui en ont besoin. Nous devons aller à la rencontre des gens, là où ils se trouvent, et leur proposer des services de réduction des risques tels que l'échange de seringues, des lieux de consommation sécurisés et la distribution de naloxone. Ces interventions sauvent des vies et offrent des voies vers la guérison. Nous devons également nous attaquer aux déterminants sociaux de la toxicomanie: pauvreté, chômage, manque d'éducation, traumatisme, maladie mentale. C'est là que la toxicomanie prend racine. Nous avons besoin de filets de sécurité sociale solides, de programmes de formation professionnelle, de logements abordables et de soins de santé mentale accessibles. Nous devons reconstruire les communautés qui ont été minées par l'effondrement économique et le désespoir. Du côté de l'offre, nous avons besoin d'une application plus intelligente de la loi. Au lieu d'arrêter les consommateurs et les petits dealers, les ressources devraient être concentrées sur le démantèlement des cartels et des réseaux internationaux qui produisent et distribuent la méthamphétamine. Cela nécessite une coopération internationale.
en particulier avec le Mexique, la Chine et d'autres pays où sont produits les précurseurs chimiques. Cela nécessite également de s'attaquer à la corruption, qui permet aux cartels d'opérer en toute impunité. Nous devons également réglementer plus strictement l'industrie pharmaceutique. La prescription excessive d'amphétamines pour traiter le TDAH et d'autres troubles a créé une nouvelle génération de personnes familiarisées avec les stimulants et dépendantes de ceux-ci. Si ces médicaments sont légitimes et nécessaires pour beaucoup, ils doivent être prescrits de manière responsable en tenant compte de leur potentiel addictif. L'éducation est essentielle. Les jeunes doivent comprendre les risques réels liés à la méthamphétamine, non pas par le biais d'alarmisme et d'affirmations exagérées, mais grâce à des informations honnêtes et fondées sur des preuves. Ils doivent voir les conséquences réelles, les dents abîmées, la psychose, les overdoses, et ils doivent apprendre des compétences d'adaptation, la résilience émotionnelle et des moyens sains de gérer le stress et la douleur. Enfin, nous devons affronter et démanteler la stigmatisation qui entoure la toxicomanie. Tant que nous considérerons les consommateurs de drogue comme des ratés moraux, comme des personnes qui méritent leur souffrance, nous ne parviendrons jamais à créer la volonté politique nécessaire pour financer des traitements et des mesures de prévention efficaces. Nous devons reconnaître que la toxicomanie peut toucher n'importe qui, qu'il s'agit d'un problème humain et non d'un défaut de caractère. L'histoire de la méthamphétamine est finalement une histoire sur nous, sur notre capacité à briller et notre capacité à détruire, sur les conséquences involontaires de nos innovations et les systèmes que nous construisons pour les gérer. Un chimiste japonais, qui cherchait à comprendre une plante ancienne, a créé une molécule qui allait propulser les armées de la Seconde Guerre mondiale, dévaster le Japon d'après-guerre, transformer la culture américaine, enrichir les cartels mexicains et laisser derrière elle une traînée de vie brisée à travers le monde. Cela n'aurait jamais dû se passer ainsi. La méthamphétamine était un miracle de la science, un outil permettant d'améliorer les performances humaines, de guérir des maladies, de rendre la vie meilleure. Mais nous avons sous-estimé son pouvoir. Nous n'avons pas vu qu'un produit chimique capable de faire marcher des soldats sans sommeil pouvait également détruire leur esprit. Nous n'avons pas vu qu'une pilule capable d'aider un étudiant à se concentrer pouvait également le piéger dans un cycle de dépendance. Nous n'avons pas vu que la prohibition ne mettrait pas fin à la consommation. Elle ne ferait que la criminaliser et en confier le contrôle aux acteurs les plus violents. L'ombre projetée par la méthamphétamine est longue et sombre, et nous sommes toujours sous son emprise. Des centaines de milliers de personnes sont dépendantes en ce moment même. Des milliers d'entre elles mourront cette année. Des enfants seront retirés à leurs parents. Des communautés continueront de se désagréger et les cartels continueront de produire, de vendre et de tirer profit de la misère humaine. Mais il y a aussi de la lumière. Il y a des gens en voie de guérison, des gens qui se sont battus pour sortir de l'abîme et qui mènent une vie pleine et riche de sens. Il y a des chercheurs qui développent de nouveaux traitements, des décideurs politiques qui expérimentent de nouvelles approches et des militants qui se battent pour changer les cœurs et les esprits. Il y a des parents qui ont perdu des enfants et qui canalisent leur chagrin dans l'action. Il y a des cliniciens, des travailleurs sociaux et des bénévoles qui se présentent chaque jour pour aider à sauver des vies et offrir de l'espoir. L'histoire de la méthamphétamine nous enseigne que l'enfer est pavé de bonnes intentions, que chaque solution crée de nouveaux problèmes et que la guerre contre la drogue est une guerre contre les êtres humains. Mais elle nous enseigne également que le rétablissement est possible, que la compassion est plus puissante que la punition,
et que la seule façon d'avancer est d'avancer ensemble. La molécule synthétisée par Nagai Nagayoshi dans ce laboratoire, en 1893, ne peut être détruite. Elle existe et existera toujours. La question n'est plus de savoir comment l'éliminer, mais comment vivre avec elle, comment minimiser ses effets néfastes et comment aider ceux qui sont tombés sous son emprise à retrouver le chemin du retour. La drogue secrète de la guerre, qui est devenue une épidémie mondiale, est toujours parmi nous, continue de coûter des vies, continue de détruire des communautés. Mais l'histoire n'est pas terminée. Elle s'écrit en ce moment même, par chaque personne qui choisit la guérison, par chaque politique qui privilégie la santé plutôt que la punition, par chaque moment de compassion offert à quelqu'un qui souffre. L'ombre est longue, mais nous pouvons aller vers la lumière.